Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel entretien essentiel avec aujourd'hui François Asselineau. Donc François Asselineau, vous êtes président de l'UPR, HEC, NARC, dans la fonction publique, vous avez tout vu, vous avez tout fait. Peut-être pas Et tout. peut-être pas tout. Bonjour en tout cas et bienvenue ici. Et merci de nous donner un peu de votre temps pour cet entretien essentiel qui est pour moi important dans la mesure où on est dans un moment critique, on va dire, de l'histoire de France, on va dire du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais avant de parler de l'actualité, j'aimerais qu'on adresse deux ou trois problèmes, deux ou trois sujets qui ont trait à l'UPR. On vous a souvent entendu dire que vous ne vous revendiquez pas d'extrême droite, que vous voulez vous être qualifié parmi les divers droites. J'ai entendu parmi vos militants certaines personnes qui disaient bon, on ne connaît pas toujours la vision, donc je trouvais que c'était important de vous permettre de vous exprimer sur ce sujet-là, d'exprimer vos positions clairement, sereinement, tranquillement. Merci de me recevoir. L'UPR, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur, est classé en divers, même pas en divers droite, en divers. Ça a été classé comme ça par le ministère de l'Intérieur à chacune des élections. Nous avons également, une fois, été classé en extrême droite par France 5, c'était en 2018. On s'est pourvu devant le CSA, qui a examiné l'affaire et qui a condamné France 5 en nous reclassant en divers. Et le journal Le Monde nous classe en divers. Donc c'est un point important parce que lorsque j'ai créé ce mouvement politique, j'ai fait une charte, j'ai proposé une charte lors du congrès fondateur que nous suivons toujours scrupuleusement. C'est-à-dire que allez regarder cette charte, elle est sur notre site upr.fr. C'est un mouvement politique qui s'est créé pour rendre aux Français leur liberté, leur souveraineté, leur indépendance nationale. Ce qui passe évidemment, en tout cas c'était l'analyse que nous avons faite il y a 14 ans et qui est toujours valable, je vais le dire encore plus valable maintenant, et qui apparaît de plus en plus clairement d'ailleurs aux Français, c'est ça nécessite de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais c'est un appel vers la liberté générale et en ce moment où il est question de revenir sur un grand nombre de libertés publiques avec cette affaire de passe sanitaire, eh bien nous sommes dans notre rôle en défendant aussi la liberté des Français et nos valeurs traditionnelles. Alors c'est un mouvement qui s'est inspiré beaucoup du mouvement du Conseil national de la résistance de 43-44, au point que lorsque j'ai présenté le premier programme en 2011 et que j'ai repris en 2017 pour l'élection présidentielle, j'ai présenté un programme qui s'inspire assez étroitement de certains idéaux du CNR. Par exemple, la défense des services publics, par exemple, la sécurité sociale que nous voulons inscrire dans la Constitution française, par exemple, une politique de enlever les médias aux grandes puissances d'argent. C'était mis dans le programme du CNR. Enfin bref, toute une série d'éléments pour une république à vocation sociale. Et qui naturellement refuse tout extrémisme. Ce qui nous a valu de voir parmi nos adhérents des gens venant de tous les horizons. Il y a à l'UPR des gens qui viennent à la fois de la droite, de la gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du centre, de l'extrême centre, mais qui sont tous d'accord sur un point, c'est que ça ne sert à rien de se disputer pour le moment, puisque toutes les grandes décisions en France sont prises ailleurs et par d'autres, sont prises par la Commission européenne. Je peux me penser considérer que notre mouvement politique a largement contribué à la prise de conscience par beaucoup de Français du fait que des décisions de notre vie quotidienne sont prises tous les jours par la Commission européenne, notamment dans le cadre du rapport des grandes orientations des politiques économiques. Si on veut réformer les retraites, si on veut privatiser EDF, la SNCF, vendre les barrages, privatiser la Poste, etc., tout ça de façon plus ou moins rampante, c'est pas Macron qui l'a inventé, c'est pas Hollande, c'est pas Sarkozy, non, c'est la Commission européenne en vertu de l'application des traités européens. Et donc on a beaucoup contribué à ça, je pense, de même que on explique que l'euro, on présente l'euro aux Français comme quelque chose de formidable, mais l'euro a des contraintes absolument terribles qui se traduisent par les restrictions budgétaires et surtout par le fait que nous avons une monnaie qui n'est pas appropriée à la compétitivité de l'économie française et qui est à l'origine du désastre que nous vivons, notamment la perte de l'industrie française, un chômage que l'on n'arrive pas à vaincre, etc. Donc on a, je pense, fait beaucoup de formation, des Français. Je pense que
enfin c'est pas à moi d'en juger, hein, mais beaucoup de gens qui viennent à l'UPR nous remercient de l'effort d'éducation populaire que l'on a fait. Voilà. Donc, je trouvais que c'était important que vous puissiez exprimer justement cet élément-là, parce que quand j'ai parlé avec les gens, avec les adhérents, il y avait une forme d'incompréhension de cet élément. Donc, merci beaucoup de ces précisions. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit nos adhérents. Je dirais plutôt que c'est le grand public plutôt qui peut se poser des questions, parce que vous avez raison. Oui, c'est peut-être, mais c'est un mélange des deux. Ouais, parce que écoutez, moi des sympathisants, on va dire plutôt. Peut-être des sympathisants, mais ce que je vois, c'est que, enfin, vous le savez très bien, nous triomphons sur Internet. Enfin, triomphons. On a vraiment des très bons résultats. La vidéo que j'ai faite là récemment, suite à la déclaration de Macron du lundi 12 juillet, entre YouTube, Facebook, Twitter, on en est à 1 900 000 vues. C'est quand même pas rien. 2 millions, donc on est quasiment à 2 millions. On a des vidéos qui ont atteint 2,5 millions, 3 millions de vues. Pas toutes, hein, il y en a qui sont plus modestes, mais enfin, on fait quand même des scores très importants. Mon compte Twitter est suivi par tous les journalistes français de Navarre, par des ambassades étrangères, etc. Et il n'est jamais question ni de moi, ni de l'UPR. Donc on nous cache, et c'est ça qui est intéressant et que les Français doivent se comprendre, pourquoi est-ce qu'on cache l'UPR, pourquoi est-ce qu'on cache Asselineau, alors que l'on montre de prétendus opposants que l'on met en avant. Oui, on vous entend souvent dire que en fait les médias dominants ne vous donnent pas une part de voix qui correspondrait à ce que vous représentez. C'était pour ça que aussi je tenais à vous avoir ici et à vous donner la possibilité de vous exprimer sur ces éléments. Donc pourquoi, d'après vous ? Parce que je pense qu'on gêne. Je pense qu'on gêne parce qu'on refuse tout extrémisme. Vous savez, la France, c'est un pays de nuances et un pays de juste milieu. Toujours. Hein. C'est un climat modéré. On n'est pas l'Europe du Nord, on n'est pas l'Europe du Sud. C'est un pays qui, les Français ont comme ça des bouffées révolutionnaires, des bouffées ils se mettent en colère, ça leur arrive. Mais au total, c'est quand même un pays qui aime le juste milieu. Et d'ailleurs, les élections se gagnent toujours au centre, hein, en France. Voilà. Il suffit que quelqu'un ait l'étiquette extrême gauche ou extrême droite, pour être certain qu'il ne sera jamais élu. On l'a encore vu, d'ailleurs, lors des résultats, là, au régional, avec Madame Le Pen. Que cela soit juste ou pas juste, etc., il n'en demeure pas moins, par exemple, pour elle, qu'elle a l'étiquette d'extrême droite, et vous n'aurez jamais une majorité de Français qui voteront pour un mouvement politique qualifié d'extrême droite, ou extrême gauche d'ailleurs. Alors évidemment, c'est extrêmement pratique. Vous savez, c'est comme en psychanalyse, ce qu'on appelle le mauvais objet. C'est-à-dire qu'il suffit, et on a compris ça, c'est des Américains qui ont découvert ça depuis maintenant des décennies entières, il suffit d'avoir un système électoral qui promeut quelqu'un qui est un bon candidat de premier tour parce qu'il a des propos démagogiques, tribuniciens, comme on dit, c'est-à-dire il se met en colère, etc. Donc il attire à lui la colère des gens. Et puis ça, c'est le premier tour, donc on va le mettre en avant. Et puis au deuxième tour, à ce moment-là, c'est le système, vous savez, il faut faire barrage, et on fait élire qui on veut. Voilà, on a fait élire la famille Le Pen, la SARL Le Pen, comme je l'appelle, depuis maintenant des décennies entières, sert à faire élire le candidat qui lui sera opposé au deuxième tour. C'est extrêmement pratique. Donc c'est parce que vous gênez, mais vous gênez pourquoi ? Parce que vous mettez en avant les erreurs, vous mettez en avant une idéologie qui est divergente. Je crois, enfin c'est un peu immodeste de ma part de le dire, mais je crois aussi que je suis, de tous les candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, qui se sont présentés en 2017 et en 2022, je crois qu'on peut, sans forfanterie, dire que je suis un de ceux qui connaissent le mieux l'appareil d'État et qui connaît le mieux les sujets dont il parle. Voilà. Moi, je suis l'une des responsabilités majeures d'un chef d'État, c'est quand même les questions internationales, les questions de géopolitique, les questions de l'histoire de la nation, et puis d'avoir des grandes idées sur les questions économiques et financières. Bon, et bien, il se trouve que j'ai toutes ces expériences. En 2017, comme en 2022, je mets au défi de savoir quels seront parmi les candidats des gens qui, comme moi, ont eu l'occasion de rencontrer Jean-Paul II, de dîner avec l'empereur du Japon, avec Nelson Mandela, avec le président, le premier ministre de Malaisie, le président du Brésil, etc. Alors, mais ça, c'est de l'entre-gens, on va dire. Non, c'est pas l'entre-gens. Ça veut dire que j'ai accompagné Mitterrand, Balladur, Jacques Chirac dans de très nombreux voyages à l'étranger et j'ai vu de mes yeux ce que c'est. Donc ça, c'est l'expérience plutôt, alors. C'est fondamental. Le problème de Macron, si vous voulez, c'est qu'il a été élu, il n'avait aucune expérience internationale. Et contrairement à ce que les médias essaient de faire croire, il n'a fait que des bourdes diplomatiques effarantes.
effarante. On pourrait dresser une liste complète des problèmes diplomatiques. D'ailleurs, la France est complètement démonétisée. Hier, on voyait, c'est un petit détail, mais quand même, sur Sky News Australie, donc une des grandes chaînes de télévision australiennes, vous avez quand même un commentateur qui a dit, devant des millions de téléspectateurs australiens, le président de la République française, M. Macron, est devenu dingue. Comme ça. Alors, il parlait de l'affaire du pass sanitaire, mais enfin, le voyage de Macron en Australie avait laissé un souvenir cuisant parce qu'il avait fait des impairs, mais il en a fait un petit peu partout. Bon, c'est pas le sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que si j'étais quelqu'un de fantaisiste, qui disait n'importe quoi, on me mettrait assez volontiers en valeur. Au moment de l'élection présidentielle, j'ai dit des choses... Allez regarder ce que je disais il y a 5 ans. On va d'ailleurs le ressortir. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites qui se sont révélées d'une, excusez-moi de le souligner, mais parfaitement exactes, parfaitement prémonitoires. Et pendant l'élection, il y a un moment où on m'a posé une question, c'était je sais plus quel journaliste, qui m'a demandé quel était le prix d'un porte-avions, parce que dans le programme, il y avait un porte-avions. Et j'ai hésité, j'ai fini d'ailleurs par le dire au bout d'une minute ou deux en réfléchissant, donc je lui ai dit quelque chose comme 5 milliards d'euros, mais comme je n'avais pas répondu tout de suite et que j'ai hésité, aussitôt, j'ai vu des gens qui m'ont dit « Regardez ce guide », parce que sur un point, j'avais hésité. Mais tout le reste, que ce soit l'analyse sur l'euro, l'analyse sur l'Union européenne, l'analyse sur les eurorégions, l'analyse diplomatique, l'analyse sur l'origine des délocalisations, l'analyse, et notamment l'analyse pied à pied, article par article des traités européens ou de la Constitution française, là, je suis désolé, tout ce que je disais tenait parfaitement la route. On m'a brocardé, d'ailleurs, parce que je citais des articles des traités. Bon, c'est vrai que c'est assez inhabituel. Enfin, c'est un petit peu aussi extravagant que si vous aviez, je ne sais pas, vous allez voir un notaire, vous allez voir un avocat pour défendre un dossier qui vous est proche, et que le notaire ou l'avocat vous sortez des textes de loi pour aller dans votre sens, ou pour vous expliquer ce qu'il faut faire, et que vous ricaniez en disant « Oh non, mais vous connaissez trop la loi, ça n'a pas... » C'est bien qu'un candidat à l'élection présidentielle soit compétent. Normalement, les Français devraient, au moment de l'élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout une personnalité que les gens doivent choisir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il s'est engagé? Quelle est sa connaissance des dossiers? Quelle est son expérience professionnelle? Quelle est également la confiance qu'on peut lui faire? Parce que quand vous prenez des gens comme Macron, on pourra faire un florilège, on va pas s'en priver d'ailleurs, de tout ce qu'a pu dire Macron depuis qu'il est élu à la présidence de la République, mais c'est fascinant. Il a dit tout et son contraire. Et sa campagne électorale était totalement vide. Que même mes adversaires les plus résolus ne peuvent pas ne pas reconnaître que depuis 14 ans que j'ai créé l'UPR, nous avons toujours les mêmes analyses, la même rectitude, le même programme, et que cette analyse qui paraissait en 2007 extrêmement troublante, parce que je proposais de sortir de l'Union européenne, c'était en 2007. Depuis 2016 et le vote du Brexit, ça a commencé à intéresser. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu être candidat, c'est parce qu'il y a des maires qui se sont dit, à partir de 2016, c'est vrai, les Britanniques ont voté pour le Brexit, c'est normal que quelqu'un propose la même chose. Et puis regardez en ce moment, on en parle très peu, hein. Le Brexit, ça se passe bien. Ça se passe très, très bien. Ça se passe un peu mieux, mais juste pour revenir un petit peu sur tous les sujets. Donc, on a aussi créé chez François une émission qui s'appelle Les Défis de la vérité, qu'on aime bien utiliser quand il y a des sujets vraiment importants. Donc, vous connaissez tellement bien vos dossiers que vous seriez prêt à venir au pied levé, relever un défi de la vérité dans un débat avec n'importe quelle personne aujourd'hui, au pied levé? Oui, je pense, oui. Oui, je pense. Oui. À armes égales, comme on dit. Mais moi, je ne demande que ça. J'ai invité... Moi, nous avons une chaîne de télé UPR TV. On a maintenant 206 000 abonnés. C'est quand même pas mal. On a des vidéos qui font, je le disais tout à l'heure, des millions de vues parfois. Si pas des millions de vues, c'est souvent plusieurs centaines de milliers de vues. J'ai invité à UPR TV, mais tout le monde. J'ai invité Madame Le Pen. J'ai invité plusieurs personnes du Front National. Jamais de réponse. J'ai invité Mélenchon, Adrien Quatennens. Jamais de réponse. J'ai invité les gens du PS. Jamais de réponse. Voilà. Alors il y a des gens qui ont répondu. Nous avons eu le plaisir de recevoir Henri Guénaud, Marc Toiti, dans des champs différents. Bon, l'évêque de Fréjus, Monseigneur Ray, un écrivain. On a reçu également Gilles Casanova, qui est un ancien du MRC. On a reçu Jean-Frédéric Poisson, Jacques Cheminade. On a reçu, il y en a que j'oublie parce qu'on en a reçu quand même beaucoup, Julien Aubert des Républicains. On essaie d'élargir ça.
Mais l'expérience montre que souvent, les gens n'osent pas trop venir me débattre avec moi. Et d'ailleurs, que les gens aillent voir les débats que j'ai eus. Vous verrez que ça mérite de les voir. Ça mérite de les voir. Donc, dans le cadre justement de ces émissions, donc il y a quand même un point que j'aimerais bien aussi vous poser. On a vu que vous aviez eu de par les journalistes des tracas judiciaires. Vous en êtes où aujourd'hui? D'ailleurs, c'est la question qui fâche peut-être, mais je pense que c'est important. J'avais déjà eu l'occasion de répondre ici parce que j'avais été invité auparavant au moment où justement le défi de la vérité. Écoutez, il y a une affaire qui est en cours. Il y en a, paraît-il, pour des années. Bon. Très bien, on va attendre que ça se passe. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, vous trouverez sur notre chaîne UPR TV la réponse que j'ai faite. J'ai expliqué tout ce qui s'était passé, pourquoi j'estime qu'il n'y a absolument rien dans le dossier. D'ailleurs, un certain nombre de confidences que m'ont faites les policiers de la police judiciaire. Ce que je vois, c'est qu'on m'a mis en examen à un moment très opportun. Voilà. Et qu'en réalité, si j'étais la personne qu'on a décrite, il y aurait eu des quantités de plaintes. Non, il n'y a rien. D'ailleurs, vous avez remarqué que les médias, après m'avoir beaucoup attaqué là-dessus, moi je suis désolé de le constater, mais il y a des fuites énormes qui opèrent entre la police judiciaire et les médias. S'il y avait un gros dossier, je pense que les médias s'en seraient délectés. Or, ils ont fait maintenant l'omerta, et maintenant c'est une autre stratégie à mon égard. On ne parle plus jamais d'Asselineau. J'observe par ailleurs que quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle, à un moment ou à un autre, se ramassent des mises en examen, et sans compter le ministre de la Justice lui-même, qu'on n'a jamais vu ça, qui est mis en examen. Mais enfin, je vois en tout cas que moi, je n'ai jamais été condamné, à la différence, par exemple, de M. Zemmour, qui a été plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale, par exemple, ou d'autres personnalités qui sont mises en examen. Je suis très confiant sur la suite des événements. Merci, François Asselineau, pour ça. Donc, le 12 juillet, le président Macron a fait quelques annonces, on va dire, importantes. Le pass sanitaire, la vaccination obligatoire pour certains groupes de personnes. Les Français étaient en état de choc. Vous avez pris ces annonces comment? Un peu comme tout le monde. Moi aussi, j'ai été quand même extrêmement choqué parce qu'il y avait quelque chose de... Je pense que c'est une date un petit peu historique parce que là, on a l'impression que la France est en train de basculer dans autre chose. On est en train de se rendre compte qu'avec Macron, la France n'est plus la France. N'est plus la France. J'ai comparé, j'ai fait justement la vidéo que j'ai faite juste après. Il y a dans le monde actuellement 2 États au monde qui imposent la vaccination obligatoire à leurs citoyens. 2 seulement, le Turkménistan et le Tadjikistan. Voilà. Qui sont 2 dictatures féroces. Il y a ensuite plusieurs États qui ont un système comme ce que veut Macron, c'est-à-dire non pas une vaccination obligatoire stricto sensu, mais un système, des obligations telles que ça rend la vie impossible aux gens s'ils ne sont pas vaccinés. Et en l'espèce, c'est l'Arabie Saoudite et puis le Pakistan. J'ai oublié, il y a un 3e État qui impose l'obligation vaccinale à tout le monde, c'est le Vatican. Enfin, c'est un peu un détail. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que Macron, qui ne cesse que de parler de la politique européenne, d'unifier les questions européennes, avec M. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui passe son temps à donner des leçons de démocratie aux uns et aux autres. Eh bien, regardez ce qui se passe ailleurs. Dans l'Union européenne, ça n'existe nulle part ailleurs, l'idée d'un pass sanitaire. Ça a même été abandonné en Grande-Bretagne. Voilà, ça a été abandonné. Il y a une tentative au Royaume-Uni, une tentative à Moscou par la municipalité de Moscou, qui avait profité d'un déplacement à l'étranger de Vladimir Poutine. Le maire de Moscou avait imposé ça, une espèce de truc un peu bizarre, des luttes de pouvoir à l'intérieur du pouvoir russe. Au bout de 3 semaines, ils ont dû abandonner. Et moi, je pense que d'ailleurs là, on va vers une pantalonnade. C'est à mon avis, parce que je suis quand même confiant dans le fait que la France, c'est quand même pas rien, la France. C'est un pays qui a quand même, depuis Clovis, 1500 ans d'âge, 1000 ans depuis l'élection de Hugues Capet au trône de France à Noyon, la fondation de la dynastie capétienne, et puis 230, 240 ans depuis la Révolution française. On a quand même, dans le peuple français, dans la profondeur du peuple français, des ressorts. Mais je suis quand même inquiet de voir à quel point on a aussi dans l'histoire de France des périodes
d'abandon, comme disait De Gaulle, l'esprit d'abandon et d'esprit munichois ou d'esprit pétainiste. Il y a quand même une majorité de l'Assemblée nationale, enfin des parlementaires. C'était d'ailleurs la Chambre du Front populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Vichy, à Pétain. C'est une majorité de gauche. Moi, quand je vois le Parti socialiste aujourd'hui réclamer la vaccination obligatoire pour tous, pour une maladie dont j'ai regardé ça hier. Le Covid-19 aujourd'hui en France représente 1,1% des décès quotidiens. C'est-à-dire que 98,9% des décès quotidiens, c'est autre chose. C'est quand même incroyable. Et si les gens veulent absolument un pass sanitaire en fonction du fait que vous soyez ou non vacciné, il va falloir étendre ça à tout le monde. Il faudrait, par exemple, pour aller dans un McDonald's, montrer vos analyses de sang, et si vous avez, je sais pas, si vous avez trop de cholestérol ou de diabète ou je sais pas quoi, vous êtes interdit d'aller au McDo. Enfin, jusqu'où ça va aller ce truc-là. C'est d'autant plus absurde qu'on sait que les gens qui sont vaccinés transmettent le variant Delta. Donc le pire, c'est qu'étant vaccinés, ils vont aller partout, et comme ils sont vaccinés, ils estiment ne pas avoir à porter de masque, et ils vont répandre le variant Delta. Donc tout ça est absurde. Et moi, ce que je trouve encore une fois incroyable dans toute cette histoire, c'est que on ne fait pas, le gouvernement français, qui a toujours à la bouche de faire des comparaisons au détriment de la France internationale, on est toujours les derniers des derniers, il faut toujours prendre exemple sur les États-Unis, l'Allemagne, etc. Dans cette configuration-là, on prend exemple sur personne. Voilà. Ce que je vois, c'est que le Royaume-Uni, où il y a quand même 88% des Britanniques qui ont eu une première dose de vaccin, et 68% qui ont eu les 2 doses, donc qui sont vaccinés, ils constatent une flambée incroyable de pandémie. Et la résultante de ça, c'est que M. Sajid Javid, qui est le ministre britannique de la Santé, a décidé, avec évidemment l'accord de Boris Johnson, de lever toutes les restrictions. Voilà. Alors on n'en parle pas, ça fait quand même 48 heures, on va voir ce qui va se passer. Mais ils ont tablé sur le fait, à mon avis, que on voit que ce système vaccinal n'empêche pas les pandémies des nouveaux variants. Et je pense que le choix qui a été fait par les autorités britanniques, c'est de dire il faut protéger les personnes âgées, les plus de 60 ans, les personnes vulnérables avec des vaccins. Et pour le reste, il faut que les gens se laissent contaminer pour avoir une immunité naturelle. Parce que l'immunité la meilleure, c'est l'immunité naturelle. En fait, je pense qu'on est en train de découvrir tout simplement que le Covid, c'est une grosse grippe avec des variants qui a tué du monde, oui c'est vrai, mais la grippe de 1968-69, Pompidou, il avait rien fait. Il y a eu donc peut-être 50 000, 80 000 morts, et puis voilà, et puis ça on est en train de découvrir, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques que pour les... Parce qu'il s'agit d'un coronavirus. C'est pas la même chose que les virus. Je suis pas un spécialiste, mais c'est pas la même chose que le virus de la polio, le virus du tétanos ou de la variole. On a affaire à des coronavirus qui sont des virus mutagènes, et donc c'est comme le vaccin pour la grippe. Il en faut un nouveau tous les ans, parce qu'entre-temps les virus ont muté. On le réserve aux plus de 60 ans. Il y a toujours une campagne en fin d'année. Et on sait que ce sont des vaccins qui fonctionnent, 60-70%. Ils sont des vaccins qui protègent. On peut pas dire qu'ils protègent pas, mais qui protègent pas à 98% comme on nous l'a vendu. C'est un petit peu ça qu'on est en train de découvrir, en fait. En Suède aujourd'hui, on est à 1400 à peu près morts par million d'habitants, alors qu'en France, on est à 1700. Et en Suède, ils ont été beaucoup plus relax, si j'ose dire, dans les mesures. Ils n'ont pas détruit leur économie. Il n'y a pas eu de confinement généralisé. Voilà. Ils ont pas eu les centaines de milliards d'euros de dettes supplémentaires, et ils ont moins de morts par million d'habitants. Et je ne parle même pas de pays comme le sous-continent indien, le Sénégal, l'Afrique, etc. Donc vous appelez, on va dire, les parlementaires à aller se renseigner comme ils feraient pour toute mission d'enquête parlementaire pour les retraites. On est allé regarder le système suédois. Là, vous invitez tout le monde à aller se renseigner à l'étranger, sortir de France. Moi, je suis comme beaucoup de Français. Sortir de l'euro, mais pas sortir de France pour quand même aller prendre des informations. Mais oui. Moi, j'ai été dans 95 pays du monde. J'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu au Japon. Je suis allé. Mes spécialités, c'était les questions internationales quand j'étais à Bercy ou quand j'étais au Quai d'Orsay. Donc, je suis quelqu'un de très ouvert sur l'étranger. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est pour comprendre ce qui se passe. Et moi, dans cette affaire générale de Covid-19, je suis désolé, je suis comme beaucoup de Français. Il y a trop de choses bizarres pour que ça ne m'interpelle pas. Le fait, par exemple, que des médicaments ultra connus comme
l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, etc., aient été frappés d'une espèce de fatwa, comme ça, on n'a plus le droit de les utiliser, alors que c'était en vente libre. Moi, je veux bien qu'on m'explique tout, mais je suis désolé, le Doliprane a plus d'effets nocifs que l'ivermectine. Et pourtant, on a conseillé le Doliprane. Et je vois que dans le sous-continent indien, où on utilise beaucoup l'ivermectine, il y a le taux de mort en Inde, c'est 300 par million d'habitants, quand nous, on est à 1700. Alors j'aimerais qu'on m'explique tout ceci. Et encore autre chose, enfin, vous avez peut-être entendu comme moi, l'Institut Pasteur de Lille, depuis des mois et des mois, prépare un médicament. On a appris d'ailleurs qu'au mois de juin, ça y est, c'était prêt. Il y avait un médicament extraordinaire qui permettait de lutter contre la Covid-19. On en est où? Nous voici maintenant un mois et demi après, on en est où? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de précipitation pour s'attaquer aux libertés publiques des Français, pour leur faire croire d'ailleurs des mensonges lorsque Macron dit que si tout le monde est vacciné, on reviendra au monde d'avant, alors que l'on voit bien, il suffit de prendre l'exemple du Royaume-Uni, d'Israël, des Seychelles, etc., que la vaccination de masse n'empêche pas la pandémie de progresser. Pourquoi est-ce qu'on se précipite là-dessus? Pourquoi on s'est précipité sur des vaccins alors qu'il n'y avait aucun recul, tandis que des médicaments sur lesquels on a 40 ans, 70 ans de recul d'un seul coup sont devenus interdits. Et pourquoi on ne se précipite pas sur ce médicament de l'Institut Pasteur de Lille? Vous parlez beaucoup des chiffres. Donc, on a entendu le président évoquer des hypothèses scientifiques et des chiffres scientifiques. On a vu le ministre de la Santé parler d'un taux d'efficacité du vaccin de 96%, ou qu'aujourd'hui, les hospitalisations étaient à 96% des personnes qui étaient non vaccinées. Beaucoup d'éléments qui ne sont pas vérifiés par des faits ou validés par des comparaisons internationales. Pourquoi, d'après vous? Écoutez, moi, je ne sais pas. J'évite, pour ce qui me concerne, de solliciter trop les faits et après de partir dans des spéculations qui peuvent mener un peu n'importe où. Parce que c'est ça que tentent beaucoup, d'ailleurs, les médias. C'est le fameux complotisme, le conspirationnisme, etc. Donc, personnellement, j'évite d'aller là parce que la réalité déjà est suffisamment, j'allais dire, peu importe qui tire les ficelles, l'important c'est qu'on les coupe. Voilà. C'est la même chose pour ceux d'entre eux. Il y a des gens qui me disent oui, mais derrière l'Union européenne, il y a Bilderberg, il y a ci, il y a ça, il y a le Great Reset, etc. Moi, j'en sais rien. Ce que je me dis, moi, c'est qu'il faut que la France retrouve ce qu'elle a toujours été, le pays des hommes libres, et qu'elle retrouve sa souveraineté et son indépendance, non d'une pipe comme 170 des 200 pays qui sont à l'ONU. Donc, moi, personnellement, j'évite un petit peu ce genre de spéculation. Ça ne m'empêche pas de lire des livres, bien sûr, mais je veux toujours en rester aux faits. Il y a quelque chose qui me paraît pas normal, c'est de voir, et quand on prend le recul de la planète, c'est de voir qu'il y a une gestion assez spécifique de la Covid-19 dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays sous influence des États-Unis d'Amérique, des euro-atlantistes et de Big Pharma occidentales. Et vous voyez que j'inclus là-dedans le Japon, et vous voyez que des zones du monde entier, comme par exemple le Maghreb, toute l'Afrique noire, tout le sous-continent indien, ont une gestion, ou la Russie, ont une gestion totalement différente de la Covid-19, et dont les résultats sont quand même bien meilleurs, parce que je me permets d'insister sur le fait que parmi le nombre de morts par million d'habitants, au sommet, vous avez à peu près tous les pays de l'OCDE. Enfin, en gros, je schématise, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Vous venez de nous dire que donc la France était un pays d'hommes libres. Il y avait samedi dernier une manifestation pour les libertés. On ne vous y a pas vu. Donc, vous n'étiez pas libre d'y aller ou vous Non, alors, il y avait plusieurs choses à la fois. D'abord, j'avais pris des rendez-vous dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que je suis candidat à l'élection présidentielle, et pour être candidat à l'élection présidentielle, vous pouvez dire, il y a plein de gens qui disent qu'ils sont candidats. Je me rappelle, en 2017, je crois qu'il y avait 350 personnes qui avaient annoncé qu'elles seraient candidates. Bon. Et ça, c'est une chose de le dire, c'en est une autre que de le réaliser, c'est avoir des parrainages. Donc j'avais pris des rendez-vous, je parle pas la première ni la dernière fois, pour aller voir des maires, et un certain nombre de nos militants en cherchent depuis maintenant 2 ans. Bon. Donc j'avais déjà prévu ça. La deuxième chose, c'est que je veux bien faire des manifestations avec d'autres personnalités, mais à condition qu'on le prévoie à l'avance. Parce que l'union, comme disait Mitterrand, c'est un combat. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a différents responsables politiques avec différents partis politiques, si les uns ne sont pas allés chez les autres, c'est qu'il y a forcément des divergences. Divergence de personnalité, divergence de positionnement politique, divergence de programme. Et donc, si on veut faire une union,
On peut pas faire ça à l'arrache en disant je décide et puis les autres me suivent. Parce que ça marche pas. Moi, le 31 janvier 2020, j'avais organisé à Paris une réunion pour fêter le Brexit. Il y avait eu à cette réunion, on avait eu Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, Jacques Cheminade, des suspects habituels, on va dire. Non, mais même Monsieur Kuzmanovic pour la gauche, Gilles Casanova, voilà, on avait eu des personnalités, même un représentant du comte de Paris, mais je m'y étais pris 1 mois et demi à l'avance. Et on avait à chaque fois demandé aux gens pour que ce soit bien clair et qui allait parler, comment ça se passerait. Oui, mais là, les Français réagissaient à une annonce qui s'était passée, qui les avait un peu choqués. Oui, bien sûr. Il y avait une forme de temporalité différente. Je comprends. Mais il se trouve, et je suis quand même pas né de la dernière pluie, je savais que il risquait d'y avoir, notamment dans la manifestation parisienne, compte tenu des organisateurs, il risquait d'y avoir des débordements. Et ça n'a pas manqué. Or là, je voudrais dire quelque chose qui est très très important pour les gens qui nous regardent. C'est que la politique, il y a la réalité et il y a la perception de la réalité. Et l'image, c'est pas tellement ce que vous êtes et ce que vous dites, c'est d'abord la façon dont les gens vous perçoivent. Moi, en 2017, on m'a pourri parce que les médias m'ont présenté comme le candidat du conspirationnisme. Et ça me colle à la peau, c'est un conspirationniste. Tout ça parce que, par exemple, j'avais été invité le 12 avril 2017 à France Info. On m'avait demandé ce que je pensais de l'attaque au gaz, je sais plus quoi, au gaz sarin par les forces de Bachar al-Assad à Khan Sheikhoun. Ça s'était passé par de 5 heures avant, et j'ai dit, mais écoutez, je n'en sais rien, moi, je ne sais pas, vous m'apprenez ça. Comment voulez-vous que je puisse le savoir? Et il me sommait, je n'étais pas devant des journalistes, j'étais devant un tribunal, et j'étais sommé par 4 journalistes de condamner Bachar el-Assad. L'expérience a montré d'ailleurs que, comme c'était prévisible, tout ça, c'était beaucoup plus compliqué que ce que l'on présentait. Donc, moi, sur ces questions de manifestation, oui, il faut manifester. Mais avec qui et pourquoi faire et dans quel cadre? Il se trouve qu'à l'UPR, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des adhérents qui viennent de tous les horizons. On a des gens qui viennent de la droite, du centre, de la gauche. Bon. Je peux vous dire qu'un certain nombre de nos adhérents qui viennent de la gauche n'ont pas forcément envie de défiler avec certaines têtes de gondole, si j'ose dire, des manifestations qu'il y avait à Paris. Voilà. Pour dire clairement, je le lui ai dit, nous avons plein d'adhérents de gauche qui n'ont pas envie de défiler avec M. Philippot. C'est comme ça, je lui ai dit. Il aura beau dire tout ce qu'il veut, il est d'ailleurs catégorisé par la presse française comme étant d'extrême droite. C'est pas moi je n'y suis pour rien. Il a été 7 ans vice-président du Front National. Quelque part, dans la hiérarchie des normes, quand même, la liberté est plus importante que l'appartenance à un parti politique. Et donc, on pourrait comprendre de mettre de côté, ces distensions. Mais c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, il y a eu des quantités de manifestations à travers toute la France. Et moi, j'ai dit à nos adhérents, allez selon votre sensibilité. Donc, on a des adhérents de l'UPR qui sont allés à la manifestation où il y avait Nicolas Dupont-Aignan, où il y avait Philippot. Mais on a aussi des adhérents qui sont allés dans des manifestations dans le sud de la France notamment, à Montpellier par exemple, avec le syndicat Sud ou à Toulouse. Et puis voilà, donc nous on essaye de... Moi, je ne veux pas tirer... On ne veut pas tirer à nous cette affaire. Cette affaire, elle est vraiment trop grave. Moi, personnellement, je suis allé à Lille dans une manifestation qui était très bon enfant. Et j'ai bien fait de le faire parce que vous avez vu ce qui s'en est suivi. Ce qui s'en est suivi, c'est que la presse française, c'est plus vraiment de la presse, c'est vraiment des organes de propagande, se sont précipités, notamment la manifestation à Paris, pour aller chercher tout ce qui faisait grief, tout ce qui pouvait accréditer l'idée que si vous êtes contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire, alors c'est que de proche en proche, vous êtes d'extrême droite, pour ne pas dire négationniste. C'est quelque chose de dément. Mais si vous voulez, c'est une façon de pourrir le débat qui existe dans la presse française, qui est intolérable. Alors face à ça, on peut bien sûr protester, dire c'est pas normal. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il faut faire il faut faire attention, et il faut être très prudent dans le maniement des symboles, par exemple. C'est la raison pour laquelle nous voulons. Il est impossible de laisser passer ce qui se passe en ce moment. Ce sont des attaques contre les libertés publiques, mais il faut absolument faire en sorte qu'on ne permette pas aux médias de faire croire aux Français que si vous êtes contre, c'est d'ailleurs un comble, ce vol des libertés publiques, l'instauration d'une espèce de dictature sanitaire, alors c'est que vous seriez d'extrême droite. Moi, je ne suis pas classé d'extrême droite, ni l'UPR,
par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur nous a toujours classés en divers. Le journal Le Monde nous classe en divers. Un jour, il y avait France 5 en 2018 qui nous avait classés d'extrême droite, parce qu'il y en a qui veulent absolument nous classer d'extrême droite, parce que prétendument vouloir sortir de l'Union européenne, ça serait d'être d'extrême droite. Combien de fois je l'ai entendu? Parce que c'était les gens qui nous assimilaient au Front National, qui d'ailleurs, Madame Le Pen ne veut pas sortir de l'Union européenne. Et donc moi, j'ai dit et redit que, par exemple, le Royaume-Uni, je suis désolé, mais Boris Johnson et 55% des Britanniques ne sont pas d'extrême droite. Les Suisses ou les Norvégiens qui refusent d'entrer dans l'Union européenne ne sont pas des peuples d'extrême droite. Ça n'est pas vrai. Mais pour faire passer ce message, je vous assure que c'est extraordinairement compliqué. Et donc nous devons veiller toujours à ne pas donner prise à la moindre manipulation médiatique. Le résultat d'ailleurs des courses, c'est quoi? C'est que juste avant la manifestation de samedi dernier, j'ai eu l'AFP, Madame Anne Renaud, qui m'a téléphoné pour faire une dépêche. Je lui ai bien précisé quel était notre positionnement. Nous sommes contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire, mais nous sommes pour que les gens qui veulent se faire vacciner se fassent vacciner. Nous ne sommes pas contre les vaccins a priori. Personnellement, je ne suis pas vacciné, mais j'attends de voir et peut-être je me ferai vacciner le moment venu. Nous sommes pour la liberté et nous sommes pour le droit existant, en fait. Le droit actuel, le droit positif actuel, c'est exactement ce que je dis. Il condamne normalement le code pénal est opposé aux lois, enfin s'oppose aux lois, à la loi Macron. Donc nous, on est pour ce genre de choses. J'ai expliqué tout ça à Madame Anne Renaud de l'AFP. Il n'y a pas eu de dépêche AFP. J'ai vu, il y a 2 jours, j'ai vu un journaliste du Figaro, parce qu'ils avaient tendance ils voulaient nous assimiler, encore une fois. Donc j'ai vu le journaliste du Figaro, j'ai dit, écoutez, moi, personnellement, je n'étais pas à cette manifestation. Nous, les trucs, un peu sulfureux, ou même très sulfureux, les comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale, etc., c'est pas nous. Donc je lui ai dit quel était, nous, notre positionnement. 1 heure, c'est un journaliste très, très sympathique, il n'y a pas eu d'article. Voilà. François Asselineau, on vous a vu aussi dans le cadre d'un tweet, comme en ce moment il y a le débat à l'Assemblée nationale sur ce projet de loi, on va dire qu'on pourrait appeler liberticide. On vous a vu catégoriser les députés, les sénateurs en fonction de leur position. Une espèce de fichage, on pourrait appeler ça, mais qui a but informatif. Et ça m'intéressait de savoir, vous tenez ça à jour. Voilà, les députés ne sont pas les députés et les sénateurs, c'est pas monsieur tout le monde. Ce sont des gens qui représentent les Français. Et donc, sur un sujet de cette nature, il est absolument fondamental de savoir qui va voter quoi. C'est comme les pleins pouvoirs à Pétain, si vous voulez. On sait quels étaient les 80 députés et sénateurs qui ont refusé les pleins pouvoirs à Pétain. Bon. Donc là, il est absolument fondamental d'imposer aux députés et aux sénateurs de prendre de responsabilités devant l'opinion publique. Vous faites bien de me poser cette question, parce que je pense que dans une affaire comme celle à laquelle nous sommes confrontés, il y a 2 façons de réagir, qui valent l'une et l'autre, qui doivent marcher en parallèle. Il y a les manifestations de rue. C'est important, les manifestations de rue, ça permet de montrer la colère des gens, ça permet d'ailleurs de fédérer, que les gens se sentent qu'ils ne sont pas seuls, et puis ça permet au pouvoir public, je peux vous dire que dans les allées du pouvoir, ils sont quand même assez inquiets de ce qu'ils ont vu samedi dernier. Et voilà, donc c'est une démonstration de force. Sauf que l'expérience a montré, on en a vu des exemples entiers, des manifestations depuis regardez les Gilets jaunes, par exemple. Bon, il y a eu des manifestations, ça a été quoi le précipité final? Ça a été rien, à part des gens qui ont été blessés ou estropiés à vie. L'expérience a montré que on n'est plus comme il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, où les dirigeants, quand ils voyaient des manifestations monstres, retirer le projet de loi. Je pense par exemple à Mitterrand en 1984 sur la réforme de l'école. Maintenant, on a affaire à des dirigeants, on a l'impression que le président, il est élu pour 5 ans, qu'après il s'en ira, et donc il fait le sale boulot pendant 5 ans, et puis il ferme les oreilles, etc. Et il fait en utilisant les forces de l'ordre pour imposer son agenda, qui d'ailleurs n'est pas le sien, mais qui, à mon avis, enfin c'est notre analyse, lui est imposé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par Bruxelles, par Francfort, par Washington. Bon, donc nous, ce que l'on dit, c'est que les manifestations, c'est bien, mais que ça n'est pas tout. Il faut avoir d'autres moyens d'action. Et les autres moyens d'action, c'est d'agir sur ceux qui ont réellement le pouvoir. En l'espèce, Macron n'est que, si j'ose dire, le chef de l'exécutif. Or, les décisions qu'il a prises relèvent du domaine législatif. Donc, il faut aller faire pression
sur les députés et les sénateurs. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé, ça fait 3 jours, qu'on demande au maximum de gens. C'est pas de l'UPR qu'il s'agit, hein. On a mis sur notre site des projets de lettres que les gens peuvent prendre à leur compte. Il n'est pas mentionné l'UPR nulle part. Ils peuvent en faire par eux-mêmes. L'idée, c'est que le maximum de Français saisissent le député ou le sénateur. Voilà. Eh ben, je peux vous dire que ça a de l'effet. Ça a de l'effet parce que moi, on m'envoie des réponses. Il y a un député qui a écrit à quelqu'un qui était à Lyon, un de nos militants, et il en pouvait plus. Il en avait, je sais pas, il a peut-être un peu exagéré, mais qu'il en était à la 5 millième lettre qu'il recevait. Parce que vous savez, les députés, ils vont quand même être réélus ou battus dans moins d'1 an les élections législatives. Et donc, quand ils voient un responsable politique, homme ou femme, député, il a beau appartenir à un groupe, il a beau être dans un truc qu'on le traite comme un godillot, il sait aussi que s'il veut être réélu, il faut quand même pas qu'il se mette à dos sa population. Et puis, par ailleurs, on a quand même affaire à des gens qui finissent par se poser des questions quand vous avez une telle bronca. Donc, ce que nous espérons, c'est qu'un certain nombre de députés et de sénateurs ont évolué. Alors donc vous donnez de l'information à vos membres voilà. et à vos sympathisants. Mais je pense que ça va marcher. Regardez, il y a les moyens de manifester, de faire du droit. Oui, le gouvernement est sur le reculoir. On vient d'apprendre là il y a quelques minutes que M. Castex a annoncé que il y aura le contrôle du pass sanitaire dans les restaurants, mais pas de contrôle d'identité. C'est une pantalonnade. C'est comme si vous franchissiez une frontière et que vous donniez le visa et que vous donniez pas votre passeport. Donc évidemment, s'il n'y a pas de contrôle d'identité, tous les copains vont se refiler le truc. Enfin, c'est quoi? C'est pareil pour les grands magasins. Ça a été au début les magasins de proximité, puis les supermarchés, puis après vous avez dû avoir le président de tel ou tel grand groupe de distribution qui a dû décrocher son téléphone et qui a appelé Castex ou Macron directement. Peut-être en disant, cher ami, si vous voulez qu'on finance votre campagne présidentielle, il faudra peut-être un petit peu lâcher du lest. Enfin, ça, je dis ça de façon symbolique. Ah, voilà, d'un seul coup maintenant, on pourra aller dans les hypermarchés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système? On va exiger un pass sanitaire pour aller dans un musée, où parfois il n'y a personne. Et en revanche, on ne va pas en exiger pour aller dans des hypermarchés où le samedi, les gens sont... Une rupture d'égalité, un traitement... C'est même absurde. C'est même absurde. Regarde, pourquoi est-ce qu'on impose la vaccination obligatoire au personnel soignant ou bien tel ou tel ou sapeur-pompier et pas aux policiers ou aux gendarmes? Tout le monde a compris pourquoi. C'est parce que le pouvoir exécutif n'a pas envie de se ramasser une grève illimitée des forces de l'ordre, parce que là, il sait qu'il pourrait tomber comme un fruit mûr à la prochaine grande manifestation géante. Mais ça veut dire que s'il y a cette inquiétude sourde au niveau de l'exécutif et qui se dit on peut pas se mettre à dos les policiers et les gendarmes, ça veut dire que le raisonnement, c'est plutôt un raisonnement sanitaire. C'est un raisonnement de nature politique. Cette histoire est bien partie, à mon avis, pour tourner en eau de boudin, comme disait ma pauvre grand-mère. Donc, pas de participation à la manifestation samedi. Vous avez expliqué pourquoi. Mais participation comment dirais-je, moi j'étais à Lille et on a eu beaucoup de nos adhérents qui sont allés dans les manifestations, y compris celles de Paris, mais dans toute la France. Et d'ailleurs, s'il y en a samedi prochain, je dirais la même chose. Il faut que nos adhérents, en fonction de leur sensibilité, ils aillent dans toutes ces manifestations, tout en se gardant quand même de tout ce qui peut donner matière aux grands médias pour discréditer cette révolte légitime. Donc il y a une approche, on va dire, assez rigoureuse de la manière dont vous voulez gérer la communication, parce que votre expérience vous a prouvé que vous aviez eu, ça vous a attiré plus de problèmes que d'avantages. En l'occurrence, si vos adhérents, vos sympathisants ont besoin de se regrouper et que vous devriez, on va dire, contrôler une manifestation, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je leur dirais tout simplement de rester fidèle à tout ce qu'on a toujours dit. Nous sommes le parti du droit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Macron, là, ce qu'il a fait, c'est contraire au droit. Il se met à dos toute une série le code pénal, des décisions qui ont été prises, ou des vœux au Conseil de l'Europe, au Parlement européen. Il y a toute une palanquée de textes qui, normalement, interdisent la vaccination obligatoire. Alors, a fortiori sur une maladie aussi peu létale. On aurait une maladie énorme, avec 85% de décès, d'accord. Mais là, ça veut dire que nous, on est pour le droit. Donc, il faut que nos adhérents restent sur les questions de droit et évitent d'aller dans des voies qui, d'abord, ne sont pas sûres et certaines, et que les grands médias n'attendent que ça. Moi, je pense d'ailleurs que dans certaines de ces manifestations,
et je pèse mes mots, je pense qu'il y a des agents provocateurs. C'est vieux comme le monde. Hein. C'est qu'on envoie dans une manifestation quelqu'un qui est là et qui sert d'agent de provocation. Et puis ça, c'est un peu complotiste de penser comme ça, quand même. Oui, bon, ça existe, c'est quand même de notoriété publique. Hein. D'accord. Et on vous a vu appeler à une manifestation, je crois que c'est demain, devant le Sénat. Oui, alors demain à 17h devant le Sénat. Bah parce que, comme nous, on a fait pression auprès des députés et des sénateurs. Bon. Les députés, c'est aujourd'hui même, nous sommes le 21 juillet. Demain, c'est le 22 juillet. Demain, ça passe devant le Sénat. Après, il y aura la commission mixte paritaire pour essayer parce que les textes seront sans doute pas votés de la même façon. Donc, le temps de se retourner, nous, on s'est porté devant la préfecture de police. Et donc, c'est demain à 17h, donc 22 juillet, au 20 rue de Tournon, devant le Sénat, qu'il y a des manifestants. On n'est d'ailleurs pas les seuls. Je crois qu'il y a des gilets jaunes qui vont manifester également. Nous, on sera avec nos panneaux UPR et nous, on veillera à toujours respecter le droit et à quelque chose de digne et de républicain. Parce que il faut absolument que les Français comprennent que ce qui se passe en ce moment est très très grave et il ne faut pas qu'ils se laissent influencer par ce qu'ils ont pu entendre à la télévision ou à la radio. Ou je suis désolé de la citer, mais les propos de Madame Vonner, de la députée Vonner, non, c'est pas bien. Enfin, un député ne dit pas qu'il faut aller investir et quasiment saccager les. Pourtant, elle a dit que on avait surinterprété ses propos. Alors peut-être c'est possible, je ne sais pas. Mais elle est victime de ce que j'ai bien vu, c'est que quand on fait de la politique, on apprend progressivement à être extrêmement prudent sur les propos que l'on doit tenir. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Parfois, d'ailleurs, ça peut m'arriver de faire, encore une fois, parfois de dire quelque chose que je regrette d'avoir dit. Mais c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et donc, nous, par exemple, je dis toujours, quand on s'adresse à un député, à un sénateur, restez très poli, restez républicain. Vous savez, moi, j'applique un joli proverbe chinois, j'adore les proverbes chinois, il y en a un que j'aime bien. Point n'est besoin d'élever la voix quand on a raison. Voilà. C'est-à-dire que ce qui terrifie le plus, en fait, les apprentis dictateurs en ce moment, c'est de leur rappeler qu'ils ont tort, de leur montrer qu'ils ont tort, preuves à l'appui, et de leur faire d'une certaine façon honte. Voilà ce qui se passe. Il y a une histoire, il y a une petite anecdote historique que vous connaissez peut-être. Lorsque Louis XVI a fui à Varennes, donc c'est en juin 1792, je crois, il était arrêté donc à Varennes, et juste avant de retrouver les troupes des émigrés, et il a été ramené manu militari avec sa berline à Paris. Et il y avait des affiches qui ont été apposées dans Paris, qui étaient assez extraordinaires, parce qu'il y avait le peuple de Paris se rendait compte que le roi avait fui pour aller à l'étranger. Enfin, c'était une espèce de trahison suprême. Mais à l'époque, on faisait encore comme si il avait été entraîné par des forces. Voilà, on voulait encore maintenir la monarchie. Et donc, lorsqu'il est revenu à Paris, les autorités ont fait publier des affiches où il y avait marqué « Quiconque applaudira sera battu, quiconque sifflera ou huera sera pendu ». Ce qui fait que lorsque Louis XVI est revenu de Varennes, il est arrivé dans la ville de Paris dans un silence de mort, où le marteau ou l'enclume, où tous les Parisiens ont regardé cette affaire dans un silence terrible. Voilà. C'est ça qu'il faut, c'est qu'il dire à Macron, on vous regarde, on sait ce que vous êtes en train de faire, et on ne se laisse pas entraîner vers parce que ce sont des facilités, si vous voulez, de partir dans tous les sens. Il faut que nous soyons fermes. Le peuple français ne va pas laisser transformer la République française en une dictature. Voilà. Point barre. François Luneau, peut-être une dernière question. Vous êtes énarque, vous avez fait de la politique, vous avez fini parmi les meilleurs. On dit souvent que les énarques ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Est-ce que si jamais vous faisiez une erreur, vous la reconnaîtriez devant nous et comment vous la reconnaîtriez? C'est difficile de reconnaître ces erreurs, je le reconnais, mais quelque part, oui, c'est peut-être alors nécessaire. Vous savez, alors d'abord, je pense que les énarques sont quand même très différents les uns des autres. D'ailleurs, la preuve, je suis quand même assez différent de Macron, il est de mon corps de l'inspection générale des finances. Je parlais dans le concept des messages qui sont délivrés avec des fausses données qui sont données, des messages qui sont parfois contradictoires. C'est juste. Ça nous est arrivé, ça a pu m'arriver. Moi, vous savez, j'applique
c'est encore une chinoiserie, c'est Confucius qui dit « la seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs ». Quand je me trompe, ça m'arrive, par exemple, de le dire. Par exemple, très récemment, là, je pensais que Macron ne tiendrait pas le calendrier. Et donc, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 jours où j'ai dit je pensais que son truc n'arriverait pas avant le mois de septembre. Et en fait, je ne me rendais pas compte de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait avancer le Conseil des ministres au lundi, alors normalement c'est le mercredi, et il a fait un agenda extravagant qui fait que, sans doute, les mesures vont être votées avant la fin du mois de juillet, donc applicables début août. Honnêtement, bon, c'est un détail, mais j'ai reconnu volontiers que je m'étais trompé. Je peux peut-être aussi faire un mea culpa plus général. Par exemple, c'est que en 2017, au moment de l'élection présidentielle, c'était important que je le fasse, mais je me suis surtout présenté comme le candidat du Frexit. C'était important pour que les gens me reconnaissent. Mais en faisant ça, j'ai plutôt insisté sur un moyen que sur une fin. Et donc, il y a des gens, évidemment mal intentionnés, qui ont fait croire que mon seul programme, c'est que j'étais un débile mental, et que le seul programme que j'avais, c'était de sortir de l'Europe, voilà, que c'était mon seul et unique programme. J'avais un des programmes les plus détaillés de tous les candidats, et surtout le programme qui est applicable, parce que les autres candidats vous présentent des programmes qui ne sont pas applicables dans le cadre de l'Union européenne, dont ils ne veulent pas sortir. Donc j'avais tout un programme extrêmement détaillé, mais la focalisation que j'avais faite, il faut dire que j'avais aussi très peu la parole, a pu donner à penser aux gens que finalement la question européenne était la seule qui me préoccupait, que je ne me préoccupais pas des questions de sécurité, d'immigration, de l'agriculture, de l'industrie, etc., etc. Donc vous êtes prêt, on va dire, dans le cadre de discussion, à les reconnaître et à les accepter, absolument. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. Absolument, ça fait partie de l'apprentissage. Ça n'a pas eu que des inconvénients, parce que maintenant c'est quand même de notoriété publique. J'ai créé un parti politique il y a 14 ans pour sortir de l'Union européenne, même s'il y a eu des imitateurs ensuite. C'est quand même celui que j'ai créé il y a 14 ans à une époque héroïque, parce que je peux vous dire que tout le monde me considérait comme un hurluberlu à l'époque quand j'avais fait ça. Mais je reconnais, et là par exemple pour 2022, j'axerai ça beaucoup, beaucoup plus sur les objectifs que l'on veut atteindre, parce que c'est un moyen, la sortie de l'Union européenne. L'objectif, c'est d'abord, par exemple, d'arrêter les délocalisations industrielles, d'arrêter la perte de substance de la richesse française. Ça pourra faire l'objet d'un autre. Oui, c'est par exemple aussi les questions d'immigration. Les questions d'immigration, tant qu'on est dans Schengen, on ne maîtrisera pas nos flux migratoires. C'est aussi simple que ça. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles je vais beaucoup plus insister sur les objectifs finaux. Écoutez, donc François Asselineau, merci beaucoup de nous avoir donné du temps pour cet entretien essentiel. Merci à tous de nous avoir écoutés. Tout ce qu'on peut retenir, c'est quand même que votre expérience vous amène à beaucoup de rigueur et que c'est ce que vous aimeriez que le gouvernement applique pour le bien-être des Français. Merci beaucoup de nous avoir donné votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup.